Voilà, donc je disais bienvenue, effectivement, bienvenue dans ces... On va mettre un petit peu plus fort peut-être, oui, on ne voulait pas mettre trop fort le son. Dans ce lieu qui, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent déjà, mais c'est relativement nouveau, hein, chez LCL, et c'est un beau lieu, on a trouvé ça, que la salle était chaleureuse et accueillante, et vous voyez, le concept, c'est vraiment, tout le monde est un peu en demi-rond, et chacun va pouvoir librement s'exprimer. J'anime des tables rondes sur la création d'entreprise depuis 25 ans, je parle sous le regard témoin de Fabrice, qui voilà. Généralement, c'est des tables rondes, vous savez comment ça marche. On a des gens alignés derrière une table, des experts qui vont délivrer des conseils. Les gens prennent des notes dans la salle, c'est toujours intéressant. Et puis, des fois, on laisse un peu la parole à la fin qui a une question à poser. Mais bon, malheureusement, c'est pas évident de lever la main devant tout le monde et tout. Et puis voilà, puis ça dure 10 minutes, pas plus. Et puis, on a la partie après café qui permet des fois d'engager le dialogue, d'aller un peu plus loin. Mais à chaque petit déjeuner, depuis 20 ans, on a accueilli presque plus de 4000 porteurs de projets depuis 20 ans. On nous répétait régulièrement, oui, mais j'avais une partie des jeunes créateurs, des porteurs de projets ou des jeunes entrepreneurs qui me disaient « Ah, j'aimerais bien poser des questions un peu plus personnelles. J'ai des experts qui sont là ou des gens très inspirants. J'aurais bien aimé aller un peu plus loin avec la personne. » Et puis, on n'avait pas le temps. Voilà, ça se terminait. Et voilà. Donc, l'atelier des experts de la création, c'est réellement cette nouveauté au sens que l'idée, c'est de vous permettre d'avoir une interaction directe avec des témoins, avec des entrepreneurs avec un E à la fin inspirante et un entrepreneur inspirant et expert de la création et de vous permettre d'échanger avec eux en sachant que l'idée, on ira effectivement, ils vont nous parler un peu d'eux déjà, ils vont nous raconter un peu ce qu'ils sont, leurs projets, leur parcours, voilà, on va vous délivrer et puis après c'est vous qui aurez, vous voyez, il y a 2 micros qui sont là sans fil, j'irai vous l'étendre et vous surtout, il ne faudra pas hésiter, posez-leur toutes les questions le plus sympa possible, hein, d'accord, ok, hein, voilà. Moi je serai là pour faire le modérateur. Pour une fois, je vais être beaucoup en retrait, et puis voilà, tout dans un esprit chaleureux. Et puis après, il y aura un petit coup à boire à la fin parce que quand même, on est en Auvergne, et donc l'idée, c'est quand même qu'il y ait un petit coup. Merci à LCL d'offrir un petit mot de bienvenue. Peut-être qu'on est chez vous, chez LCL. Je te laisse prendre aucun micro. Alors, pourquoi il y a des micros? C'est simplement parce qu'on s'est dit qu'il y a peut-être des gens qui parleront doucement. Et puis surtout, il y a une vidéo qui prend également l'enregistrement. Et sans les micros, on n'a pas le son. Voilà. Alors, je pense que Fred, tu es beaucoup plus habile que moi avec un micro. Mais, ouais. Vous me dites si je vous casse les oreilles. Mais en tout cas, bienvenue à tous. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir dans nos locaux. Effectivement, cette salle, on veut la faire vivre. En dessous, dans ces locaux même, vous avez un espace professionnel. Donc des personnes qui ont à cœur d'accompagner des porteurs de projets et autres. Et puis, j'ai rencontré Fred il y a quelques temps. Et oui. Il avait cette idée. Il m'a dit, bon... Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Et effectivement, vous pouvez aller plus loin. Donc, on espère que vous aurez toutes les réponses à vos questions entre les multiples échanges que vous allez avoir. Et puis après, effectivement, on partagera un moment convivial à la fin de ces échanges. Voilà. Donc on a volontairement bloqué à une vingtaine d'inscriptions, puisque l'idée c'était que cet atelier ne réunisse pas trop de monde, effectivement. Donc peut-être que certains vont nous rejoindre. On a un petit peu plus de chaises que la norme, je crois, donc c'est pour ça qu'il y a quelques chaises vides, mais on est à peu près une vingtaine. Et puis la première chose que je vais faire, c'est me tourner... Oh ben non, vers ces dames, avec Malika. On commence par Malika, allez. Voilà, Malika. Alors, trois intervenants, vous verrez, qui ont des parcours, je trouve, non seulement hyper inspirants, c'est-à-dire que vous verrez, je pense que vous repartirez avec plein d'envie quand vous aurez écouté les parcours, et non seulement inspirants, mais j'allais dire très performants. Voilà, c'est des vrais entrepreneurs, des modèles d'entreprise engagés qui, pour une raison personnelle, les a amenés à prendre des décisions, mais vous verrez qu'une fois que vous aurez écouté ce qu'ils ont à vous dire, je crois que vous aurez envie vous aussi de vous lancer et de plonger et de poser vos questions. Bon, Malika, alors. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Malika, ça vous le savez déjà. Haït El Mouden, mais retenez que Malika, c'est beaucoup plus simple. Jeune quadra, jeune entrepreneur, le mot jeune est important. Très rapidement, alors moi j'ai un parcours de plus de 15 ans dans le domaine du e-commerce et marketing digital, en France et à l'étranger, de la start-up, en passant par le secteur bancaire aussi, il y a très 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 longtemps. Multinationale dans le secteur aérien et puis PME sur un franchiseur. Ça suffit pour commencer? Oui, allez, on va faire déjà une petite présentation générale et après. Léa, alors effectivement.
Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Léa Chenier, j'ai 27 ans et j'ai créé la marque de parfum Poésil. Donc, j'ai pas une expérience aussi longue que Malika pour le coup, parce que j'ai fait des études un peu longues. J'ai fait Sciences Po Bordeaux et ensuite l'ESSEC. Et je suis revenue à mes premiers amours, le parfum et l'Auvergne. Et on est basé à Saint-Rémy-sur-Durolle. Voilà, déjà vous avez compris un petit peu le profil. Voilà, l'ESSEC, on se dit grand groupe international, vit à travers le monde et retour voilà, sur les terres auvergnates pour créer une entreprise. Oui, à la fois c'est du marketing, mais c'est aussi de l'industrie. Il faut produire effectivement du parfum. Vous verrez, c'est extrêmement intéressant. Et Thierry, alors c'est peut-être que certains d'entre vous le connaissent parce qu'il a un petit peu plus de vécu, hein, on dit comme ça. De bouteilles, c'est ça, voilà, exactement. Il est multicasquette parce que c'est à la fois un entrepreneur qui crée beaucoup de choses et qui maintenant est à la tête d'un groupe vraiment en plein développement, qui est élu chambre de commerce, qui a porté une association qui s'appelle le Club des 1000, avec Malika, voilà, effectivement, avec un certain nombre d'entrepreneurs régionaux, qui aujourd'hui est le leader d'une association sur les entreprises engagées sur le Puy-de-Dôme. Mais là, je parle trop, je te laisse te présenter. Oui, moi, je suis le plus vieux des trois, c'est sûr. Je suis issu d'une famille d'entrepreneurs qui ont fondu les plombs à une époque où les entreprises étaient en nom propre. Et mes parents ont tout perdu dès quand j'avais 6 ans. Et je me suis dit que je ne serais jamais chef d'entreprise parce que on a vécu dans une maison sans électricité, en fait des choses comme ça. J'ai pas été très touché par tout ça parce que j'étais trop jeune, mais je m'étais juré de jamais être chef d'entreprise. Alors j'ai démarré une activité de salarié dans une PME locale. Et j'ai eu la chance de rencontrer un homme qui venait de Tunis et qui a fait ce que je suis, puisque... j'ai commencé avec une clé à molette à monter des machines pour finir dans un groupe coté au CAC 40, chef d'entreprise d'abord, puis après directeur régional et directeur sur des activités industrielles transverses liées au service à l'industrie. Et puis, donc, dans le cadre de mes responsabilités dans ce groupe, j'ai créé des entreprises ici, à Cournon précisément, en Chine, en Inde. Et puis, crise de la cinquantaine, je leur ai dit que je voulais partir faire autre chose. Et puis, j'avais pas trop de projets, en fait. Et j'ai assisté, le soir où je leur ai annoncé mon départ, j'ai assisté à une conférence donnée par une entreprise qui s'appelait Seven Partners, qui était une entreprise dirigée par un champion d'Europe d'aviron qui exposait sur le sport et le bien-être en entreprise. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça qu'il me faut, parce qu'en fait, j'étais très engagé localement sur la responsabilité d'entreprise. J'ai d'ailleurs croisé Malika à ce moment-là au niveau du Club des 1000, puisque j'étais un des fondateurs du Club des 1000, que j'ai présidé de 2010 à 2015. Et j'avais envie de donner, quand j'ai regardé dans le rétroviseur et de voir ce que j'avais fait les 15 dernières années, je me suis dit, j'ai encore au moins 15 ans à travailler, donc je vais pouvoir faire encore des choses. Et donc j'ai créé une entreprise de sport en entreprise. Alors je savais que j'en vivrais pas parce que le marché n'était pas mature, et je me suis orienté vers les salles de sport et je voulais faire du sport santé, ça n'existait pas. Et j'avais un beau-frère qui avait monté un petit réseau de salles de sport tout en intégré. Et je lui ai demandé, puisque j'avais rien trouvé au salon de la franchise, de me faire visiter ce qu'il faisait. Et puis je lui ai dit, mais tu fais du sport santé. Et il voulait se développer, donc je lui ai dit, écoute, tu me vends un club, je te mets en place un système de franchise, puis je deviens ton premier franchisé, et puis après tu développes ton groupe, et puis moi j'en ferai 2 ou 3, quoi. Et l'histoire a commencé comme ça, et puis de fil en aiguille, je me suis associé avec mon beau-frère, j'ai pas racheté son club, et je me suis attaché à développer son groupe, qui comptait 13 salles, tout en filiale en 2016, et on est aujourd'hui 53 salles, dont 19 franchises, réparties sur le territoire national. Et on est labellisé, on est la seule enseigne en France labellisée Sport Santé. Voilà quoi, pour faire... c'est déjà un beau parcours. J'allais dire de la clé à molette, pour reprendre l'expression, jusqu'à la direction d'un groupe de 53 salles de sport. Petit mot peut-être sur le Club des 1000. On a prononcé le mot plusieurs fois, mais je ne suis pas certain que tout le monde connaisse. Alors le Club des 1000, d'ailleurs, je m'amusais à dire que Émile, ça traduisait le prénom de Hamid. Parce qu'en fait, c'était un club qui a été créé en 2004, fin 2004, par la Chambre de commerce sur l'impulsion d'une personne aujourd'hui décédée qui s'appelait Hamid Berkani, dont j'avais emboîté le pas sur cette idée qui était de créer une association d'entreprises engagées, ou tout du moins soucieuses de vouloir s'engager, puisqu'à l'époque, il y avait peu d'entreprises engagées.
Et l'objectif était de réunir 1000 entreprises pour s'engager en matière de formation, d'accompagnement de l'école de la deuxième chance qui se crée la même année d'ailleurs, sur l'impulsion de Pierre-Joël Monté, qui était donc le président de la région. Et on a donc créé ce club qui vit toujours d'ailleurs, hein, qui a fait d'ailleurs hier soir une grande première, puisqu'il y a eu la course de la diversité qui a été portée par le club des 1000, et l'objectif fixé qui était de battre Lyon, qui avait enregistré 280 J'ai vu ton poste. On était à 310 coureurs, donc on était meilleur que les Lyonnais. La prochaine étape, c'est battre Paris. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, et donc, c'est un club d'entreprise engagé. Voilà, donc c'est là où j'ai rencontré Malika, d'ailleurs en 2010, hein, qui est venue mettre en place la première grosse manifestation qui était la semaine de la diversité, qui était une création du club. On faisait beaucoup d'innovation sociale dans ce club. On a créé une conciergerie interentreprise à vocation d'insertion par l'activité économique. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Et puis voilà, donc... et maintenant, je suis plutôt sur les entreprises s'engagent, qui est un autre dispositif, beaucoup plus moderne et beaucoup plus pratico-pratique, parce qu'en fait, c'est un dispositif déjà qui est innovant sur le fond et la forme. Le fond, parce qu'il s'agit de mettre en place une véritable coalition entre le monde privé, donc des entreprises, et les services de l'État. Et là, ça a obligé les services de l'État à se bouger un peu et à accompagner vraiment les entreprises. Et sur la forme, parce qu'il y a une plateforme qui a été créée, une plateforme gouvernementale, lesentreprises-s'engagent.gouv.fr, ça doit être, je pense. Et ça permet, pour ceux qui sont éloignés de la RSE et qui veulent se lancer dans une opération de RSE, de structurer leur démarche, de choisir des axes de travail. Et alors, on est au tout début. Hein. On a lancé le club officiellement le 14 juin 2023. On a une quarantaine d'adhérents, de membres, on appelle ça des membres. Et cette plateforme-là est aussi en cours d'évolution et elle va permettre en fin d'année de sortir un rapport d'activité de l'entreprise, donc avec les aspects RSE. Et je me tourne vers les banques qui vont être demandeuses de ces dispositifs-là pour pouvoir financer des projets. Et aujourd'hui, il y a déjà des crédits qui ont des conditions différentes si l'entreprise est engagée ou pas, quoi. Donc voilà, c'est très pratico-pratique en fait. Mais c'est qu'en cours de lancement. D'accord. Alors, on a parlé du Club des 1000, on a parlé un peu de la carrière et de la j'allais dire de la réalisation professionnelle. Pourquoi avoir toujours voulu s'engager? Pourquoi avoir fait de toutes tes entreprises, à chaque fois, dans ces clubs? Pourquoi avoir voulu à un moment donné te dire, attends, moi je ne conçois pas l'entreprise sans avoir une valeur d'engagement en parallèle, sans mettre l'humain au milieu? C'était quoi le moteur? Alors, il y a deux moteurs. Pourquoi m'engager déjà? Et oui, voilà. Ça, c'est relatif à l'histoire que je vous ai racontée, parce que mes parents ont fini finalement dans des HLM. J'ai passé toute ma vie en HLM, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers prioritaires, qui est aujourd'hui d'ailleurs clairement un quartier prioritaire. Et quand j'ai rencontré Hamid pour le Club des 1000, je lui ai dit que je voulais rendre à la vie ce que la vie m'avait donné, parce que je considérais que j'avais eu de la chance et que j'avais fait des rencontres et que je m'en étais bien sorti. J'aurais pu mal finir. Et j'étais assez content, je voulais rendre ça. Et après, moi, je suis effectivement assez autodidacte et j'ai appris le métier de dirigeant dans une association qui s'appelle le CJD, le Centre de Jeunes Dirigeants. Alors c'est un mouvement qui existe depuis 1938, qui avait été créé par Jean Mersch, en plein Front populaire. Alors sur un leitmotiv qui était l'économie au service de l'homme, en opposition à l'homme au service de l'économie. Alors à cette époque-là, je pense, enfin moi j'étais pas né, ah bon je pense qu'il fallait oser partir sur un précepte de ce type-là. Et en un an ou 2 ans, il y avait déjà 2000 chefs d'entreprise qui avaient adhéré au truc. Et en fait, ce mouvement-là, c'est un mouvement patronal asyndiqué et apolitique, dont les piliers étaient la formation, l'expérimentation, l'influence, puis je ne me rappelle plus le quatrième pilier. Et donc, j'ai fait des formations là-bas. Et en fait, compte tenu que c'est un mouvement très très humaniste, c'est là où aussi j'ai pris de la racine humaniste. Et par exemple, 1998, le CJD édite un bouquin qui s'appelle Oser le bonheur en entreprise, quoi. Oui, même aujourd'hui, on a encore, c'est assez touchy encore, quoi. Ah, tout à fait. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les RSE, qui s'appelait avant le développement durable, s'appelait au CJD la performance globale.
Et déjà, dans les années 90, il y avait des livres édités par le CJD sur la performance écologique, la performance sociale, la performance économique. Et en fait, donc, je suis tombé dedans tout petit, et puis ça correspondait à mes valeurs. Donc, d'ailleurs, j'ai piloté aussi le CJD ici. Le CJD qui est un groupement national et qui existe toujours, hein, effectivement, qui est toujours là. Qui compte, je ne sais pas, il doit y avoir 5000 chefs d'entreprise. Et qui, sur lequel même un jeune créateur peut rejoindre dès sa première année, voire même un peu oui, avant. Comment ça fonctionne ? Il a même intérêt sa première année parce que c'est cotisation à moitié la première année. Donc, okay. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'étais au CJD pendant 10 ans à Clermont. J'ai eu la présidence de Clermont, d'Auvergne, etc. Et puis, mais j'étais salarié chez Vinci là, à l'époque, dans le groupe dont je parlais tout à l'heure. Et quand je suis parti monter ma boîte, j'étais une petite entreprise, 50 balais, c'était la crise de la cinquantaine. Et je suis parti travailler à Brive parce que le siège des salles de sport était à Brive. Je suis parti travailler à Brive et j'étais m'inscrire comme jeune entrepreneur au CJD. D'accord, effectivement. J'ai payé la cotisation à moitié. À moitié prix. Malika, alors l'entreprise, j'allais dire l'engagement de l'entreprise, qui est quand même, c'est quand même l'ADN, la colonne vertébrale, effectivement, c'est d'avoir réellement une action, d'avoir une entreprise, bien entendu, de pouvoir la développer comme telle, c'est une entreprise, mais c'est aussi de porter des valeurs qui font que le soir, quand on se couche, on se dit, tiens, j'ai mis ma petite pierre dans un sujet sur lequel il y a une action avec des bonnes choses à faire. Est-ce qu'on peut parler de l'entreprise ? Décrire un petit peu le... Oui, bien sûr. Alors, je fais le lien avec Thierry, parce que moi, je viens de rejoindre le CJD aussi. Donc donc c'est un parcours. Ouais. Exactement, j'ai adhéré très récemment. Ensuite, concernant l'entreprise, je pense que quelle que soit l'entreprise qu'on va créer, il y a un pourquoi qui est très souvent personnel, voire intime. Donc comme je vous disais, moi j'ai un parcours de salarié d'une quinzaine d'années, sorti d'une entreprise récemment, et j'avais enchaîné sur un executive MBA à l'EM Lyon avec une spécialité intrapreneur, parce qu'au sein de cette PME j'étais intrapreneur. Quand j'ai quitté cette entreprise, je me suis dit bon, je vais pas être intrapreneur, je suis plus salarié. Je peux choisir l'option corporate, donc du grand groupe. J'étais déjà passé par là, j'avais pas forcément envie d'y retourner. Et puis il y avait l'option entrepreneur. Alors ça me cogitait, ça cogitait depuis longtemps, mais pour se lancer, il faut avoir des racines. Et ces racines, alors moi aussi Thierry, je les trouve dans mon enfance. Quand j'étais jeune et que mes parents sont arrivés du Maroc, on n'avait pas forcément grand-chose, mais je me souviens que mon père nous ramenait régulièrement des livres que des personnes lui donnaient sur des chantiers parce qu'il était maçon. Donc ça, c'était la première graine qui a été semée. Et puis ensuite, j'ai aussi grandi, Thierry, dans une décidément, on aurait pu se croiser quand on était peut-être plus jeune. Moi, j'ai été accompagnée dans ma scolarité par des bénévoles qui m'ont aidée dans ma scolarité, qui m'ont permis d'avoir un master et puis d'intégrer le monde actif. Et ensuite, il y a eu un événement. Alors, on n'est pas nombreux, c'est un événement qui est important pour moi et qui a vraiment été le déclencheur. Moi, j'ai une petite fille qui a aujourd'hui 7 ans et qui va très bien et qui a reçu une greffe, un don d'organe quand elle était bébé. Donc, quand on vit ce genre d'événement, il y a forcément un moment où vous vous dites que vous devez rendre, encore une fois, à quelqu'un, à la société, à la communauté, ce qu'un anonyme vous a offert. Et donc, l'engagement commence ici. Maintenant, pour faire le lien avec Spacey. Donc, bien sûr, il y a une phase d'étude de marché, une phase d'exploration où la question était comment donner une seconde vie à des objets ou à des matériaux qui finissent très souvent à la déchetterie, tout simplement. Et en fait, de fil en aiguille, on est remonté sur un secteur qui est très mal perçu, qui est très mal vu, qui est même un peu vieillissant. C'est le secteur du débarras. Donc en fait, on a décidé de dépoussiérer ce secteur du débarras en le digitalisant, parce que notre cœur de métier, c'est le e-commerce et c'est la digitalisation. Et notre mission, c'est de mettre en relation des particuliers, des entreprises qui ont un besoin de débarras au sein de leur espace intérieur, de les aider, parce que c'est souvent dans des situations de déménagement, beaucoup de décès. Et ces objets, très souvent, ils finissent à la déchetterie. Plutôt que de les mettre à la déchetterie, c'est les collecter et puis les reverser à des structures caritatives locales. On parle pas forcément de grosses associations qui ont pignon sur rue, comme Emmaüs, qu'on connaît tous. On parle de structures beaucoup plus petites. Et donc, c'est donner une seconde vie à ces objets-là. Et c'est aussi avoir un impact environnemental, parce qu'on réduit l'empreinte carbone. Donc,
d'un pourquoi extrêmement intime arrive le projet d'une création d'entreprise. J'étais toute seule au début, et puis 2, et puis maintenant on est 3. Voilà, donc c'est le tout début d'une aventure. Et d'une belle aventure. J'ai aperçu Françoise Constanti qui voulait nous rejoindre, qui a passé la tête et qui est repartie. Je ne sais pas si on peut la récupérer. Léa, alors là aussi, j'allais dire, alors même si le parcours est plus court, bien évidemment, voilà, j'allais dire, mais c'est un vrai choix hein, de rejoindre un territoire, son territoire, ses racines, pour porter son entreprise qui pourrait être implantée n'importe où, en France et même à l'étranger. Oui, vous avez tout à fait raison. Bon, alors je tiens à préciser que j'ai quand même une entreprise à but lucratif, et peut-être que parmi certains, voilà, on est moins dans le, voilà, même si on prend un désengagement. J'ai voulu vraiment revenir en Auvergne. Je suis basée à Saint-Rémy-sur-du-Rhône, donc on a nos locaux ici. On aurait pu effectivement avoir une adresse parisienne, comme beaucoup. En fait, on peut avoir une boîte postale à Paris. Non, nous, nos locaux sont vraiment à Saint-Rémy. Donc j'ai embauché 2 alternantes. Donc c'est aussi ça l'engagement. On essaie effectivement d'avoir un impact sur l'écologie assez positif. On travaille sans colorant, on utilise un alcool de blé bio, tout est 100% made in France. C'est facile de faire du made in France, mais nous, tous les éléments sont vraiment sourcés en France. Pour vous pitcher très rapidement, Poésil, c'est la marque de parfum qui s'inspire des paysages français. Alors vous doutez bien qu'en tant qu'auvergnate, j'ai mis l'Auvergne en flacon. Donc on a notamment un parfum inspiré de l'Auvergne et d'Inde volcanique, la Bretagne, la Provence, plus récemment Paris, et on a également la Côte d'Azur. Donc l'engagement, pour moi, il est vraiment multicouche. C'est pas un très beau mot, mais c'est un peu ça. S'engager sur mon territoire, créer de la valeur. On a notre propre atelier de conditionnement, donc on fait pas que de l'achat-revente. J'ai ces 2 alternantes-là. Et puis sur le produit, s'engager aussi. Voilà, après moi, effectivement, je suis un peu plus jeune, donc j'ai pas eu le temps de m'investir autant dans les vies associatives et de pouvoir transmettre, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et je suis heureuse d'être là. Pas encore adhérent du CJD, si j'ai bien compris. Non, voilà, alors j'ai senti le mot passer. Hein. Moi, j'ai noté. Non, mais vous l'aurez vu, hein, effectivement, c'était l'idée de ce soir. On a des parcours complètement différents. On a des personnes qui ont, par leur parcours de vécu humain, sont arrivés à se considérer sur un certain moment donné, ils devaient effectivement renvoyer quelque chose. Et puis, il y a des choix aussi, c'est extrêmement intéressant, de sortie d'école, quelque part, où il y a des vrais choix forts, où quand on a la capacité de se dire, l'engagement, c'est aussi ça, je viens sur mon territoire, je viens chez moi, je viens porter mes valeurs régionales, et c'est aussi un engagement fort. J'aimerais dire un mot sur l'engagement, c'est aussi se lancer, et parfois sans filet. J'entends souvent des entrepreneurs qui continuent à garder leur travail à côté, et ce que je comprends totalement, parce qu'on n'a pas tous, mais moi je suis contente de m'être dit allez, je me lance sans filet, et du coup c'est beaucoup plus motivant hein, pour vendre ses parfums clairement quand il n'y a rien au bout, et je pense qu'on ne peut pas créer son entreprise pleinement si on ne se donne pas pleinement les moyens de le faire. Exactement. Alors voilà, ça c'est la première partie. C'était un côté très table ronde, hein, c'était très descendant, on vous a donné des belles informations. Non, moi j'aimerais bien avoir un petit peu votre ressenti, vos questions. Vous avez là devant vous effectivement 3 entrepreneurs qui, effectivement, même s'ils ont les engagements, ont des entreprises à faire tourner, donc ils ont pris du temps pour venir ce soir. Et moi, j'aimerais savoir si l'une ou l'un d'entre vous a envie d'être le premier à poser des questions. Moi, j'ai plein de questions à leur poser au cas. Hein. J'en meurs d'envie parce qu'on reste toujours entrepreneur toute sa vie. Mais moi, j'aimerais même donner plutôt la parole si l'un d'entre vous a une première question sur le parcours, le choix, les engagements, les problèmes rencontrés, les étapes indispensables. Qui serait prêt à se lancer en premier ? Je vous sens bien, là. Je ne sais pas pourquoi, je vous sens bien. Je vous tends un petit micro, ou il est peut-être vers vous. Brice, tu avais un micro, non, vers toi ? Pardon. Juste là ? Autrement, il y a celui-ci. Je sais pas, quel sentiment déjà vous avez quand vous écoutez des entrepreneurs ? Vous, votre projet, vous êtes créateur ou porteur de projet ? Ouais, fonctionne, tout va bien. Moi, je suis en train de créer un projet, je suis incubé à Score Labs. À oui, d'accord, chez Fabrice Caillou. C'est ça, Fabrice Caillou. Ouais. Et ce serait un projet sur l'événementiel. Et moi, le problème que je rencontre, je sais pas si vous l'avez, moi c'est plus comme c'est un projet, enfin j'apporte de la valeur, mais c'est une valeur qui est pas palpable, c'est pas un objet. Ouais. Je fais de l'événementiel, donc j'ai du mal à faire monnayer ce que je vends, en fait, et à mettre un prix derrière. J'ai du mal avec l'argent. Ouais. Moi de base, l'argent c'est pas un moteur pour moi. Et Fabrice me pousse à essayer de comprendre par rapport à la demande et ce que moi j'apporte, que ce que je fais, je peux me faire bien payer quand même par rapport à ce que je fais. Ouais. Et j'ai du mal encore à mettre un prix derrière ce que je propose. D'accord. C'est mon gros problème. Alors avant de me tourner vers vous, parce que l'expertise de mettre un prix, ça compte effectivement, ça tombe bien, on a des gens de l'événementiel qui sont là dans le public. Ils n'avaient peut-être pas prévu de répondre, mais bon. Fabrice, je donne le micro. Je te laisse te présenter. Oui, merci. Bonjour. Fabrice Delpoche. Alors ça me fait sourire parce que moi je viens du monde de l'événementiel, j'y suis encore un petit peu. Mais pour la petite histoire, on a créé
avec Frédéric. La première agence événementielle en Auvergne en 1996, désolé. C'était avant la guerre. Voilà, et on a travaillé plusieurs années ensemble, on s'est beaucoup recroisés après. Effectivement, la notion de mettre un prix sur une prestation de service, elle n'est pas facile. Après, ça dépend de la valeur que l'on se donne, et la valeur des choses, et du temps passé, de ce qu'on peut apporter en valeur ajoutée à son client. Et alors au début, on se trompe. Et puis trop bas, trop haut, et puis on arrive à un moment donné où on arrive à effectivement à être sur la bonne longueur d'onde, et on le voit très vite de toute façon. Donc il faut avoir confiance en soi, il faut essuyer un peu les plâtres, et puis naturellement les choses vont se caler. Je fais un autre parallèle que je connais aussi bien dans l'hébergement touristique, parce que j'ai eu aussi une activité dans l'hébergement touristique. Comment on fixe un prix de vente? Alors là, on a des dépenses, on a un coût de revient, on a un marché qui dit voilà, le prix du marché c'est à peu près ça. On va essayer de se positionner entre les deux pour voir si ça passe. En tout cas, il faut au moins qu'on ne perde pas d'argent. Mais voilà, et puis au début on vend, et puis on dit que tiens, on ne vend pas assez cher, donc on va augmenter, on vend encore. Puis à un moment donné, on augmente tellement qu'on ne vend plus. Ah bon, ok, très bien, on va redescendre un petit peu. C'est exactement pareil. Donc il faut y aller petit à petit, il ne faut pas avoir peur de parler prix avec ses clients. Parce que de toute façon, une prestation, si ce n'est pas un externe qui le fait, ça va être un salarié. Et un salarié, il a un coût. Et il ne faut pas oublier qu'un salarié, il y a un coût chargé, enfin un coût de salaire net, cotisation salariale, cotisation patronale, charge globale de l'entreprise, etc., etc. Donc ça coûte très cher. Donc une prestation externe, elle doit se valoriser un peu de cette façon-là. Et sur un plan très pratico-pratique, très sympa, mais demander des devis à vos futurs concurrents. Voilà. J'allais dire Voilà. ça aussi, je pense que c'est la meilleure manière. Et je pense qu'aussi c'est toujours plus facile de baisser son prix que de l'augmenter. Donc vaut mieux être un peu plus haut, quitte à octroyer 15% parce que vous êtes le premier à venir dans mon agence, que l'inverse. Voilà. Enfin, en tant que cliente, j'apprécierais plutôt cette forme-là. Vous voulez réagir, Malika, Thierry, Ouais. sur le prix, surtout quand on se fait ici, comment sur voilà. les prix, parce qu'on est... Ouais. On est en plein dedans. On était dans cette phase où on avait déjà un premier business model, et puis finalement, la réalité du terrain nous a montré qu'on n'était peut-être pas au bon endroit, donc on s'est décalé, et puis on a réajusté notre produit, et on est en train de réajuster notre prix. Ce qui nous aide énormément, bien sûr, c'est de voir ce qui se passe côté concurrence, même s'il y en a aucun aujourd'hui qui fait ce que nous faisons. Et puis l'autre aspect, c'est aussi mener des enquêtes. Qui permet énormément d'aider, prendre un panel de prospects potentiels et puis les questionner. Donc il y a cette technique aussi qui permet de faire un doublon entre les deux. La concurrence et puis ce que monsieur et madame tout le monde seraient prêts à payer. Et l'ajustement systématique. Thierry. En fait, il faut prendre une décision à un moment donné. C'est soit vous décidez de créer une structure, il faut que vous puissiez financer cette structure. Et vous partez d'un AIS, activité issue de la structure, et vous déterminez vos coûts. Et en face de ça, vous mettez vos prévisions commerciales. Et si elles ne couvrent pas, ça ne marche pas, quoi. Ou alors, à l'inverse, c'est de vouloir vraiment conquérir un marché et de se caler sur les prix de marché, donc par des demandes de devis, par de la veille, du benchmarking. Et puis, alors là, caler la structure pour être dans ces prix-là. Mais dans tous les cas, et pour rebondir sur Léa qui parle de résultats, de lucrativité, je ne sais pas si ça existe, mais de lucratif, de toute manière, il y a forcément un lien entre le prix de revient et le prix de vente. Et évidemment, il faut que le prix de vente soit supérieur au prix de revient. Et entre les deux, c'est comme dans la poche. Et je rajouterai un dernier point peut-être, c'est aussi la capacité à savoir où vous voulez vous positionner. Ce que je veux dire, c'est qu'un prix peut être aussi sur la valeur. Si vous considérez que vous êtes sur du haut de gamme, j'allais dire un prix bas sera un défaut, et inversement. Donc il y a aussi ce choix-là, à un moment donné, il n'y a pas que la concurrence et le marché. Peut-être qu'à un moment, il y a une prise de risque. Moi, puisqu'on parlait de vieille carrière, moi j'ai démarré dans la télévision, du côté de Canal+, ou autre, où à une époque, par exemple, typiquement, le positionnement prix était extrêmement haut de gamme, en sachant que les ventes seraient très compliquées, mais ça permettait de positionner le produit, et donc de donner l'impression d'avoir une sorte d'élite. J'avais Canal+, vous l'avez pas, donc vous êtes une élite, et ça a permis de se positionner, et après le prix est retombé de lui-même, c'est-à-dire qu'il est revenu sur des valeurs normales, mais au début ça a permis de créer l'image. Donc après là, mais tout ça, c'est effectivement, je rejoins, c'est le tâtonnement, c'est peut-être la partie la plus compliquée. Ouais. Ouais, et les rencontres, croyez beaucoup aux rencontres. Ouais, c'est vrai, complètement. Ah ben voilà, effectivement, je n'osais pas t'interroger, je me suis dit...
Alors moi je suis Jessica Pommier, j'ai une entreprise depuis 7 ans dans le monde des voyages, je suis ce qu'on appelle une blogueuse voyage. Alors c'est pas un gros mot d'être blogueur, on peut être un blogueur sans habiter à Dubaï et être dans l'influence en étant responsable aussi. Donc je suis blogueuse voyage depuis 7 ans sur les thématiques Auvergne et bout du monde. Et là je suis sur un gros projet d'événementiel puisque je lance le salon des voyages qui va avoir lieu à Polydôme les 20 et 21 janvier prochains. Je vous montre l'affiche parce que j'en suis très fière. Voilà. Elle est très belle. Donc c'est un gros événement que je suis en train de lancer. Et moi, je partais de zéro aussi à ce moment-là. Et donc, bien sûr, il y a 1 milliard de questions, dont les prix. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est de savoir s'entourer. Moi, j'ai clairement fait appel à un expert du milieu, qui est à ma droite. Donc, Fabrice, il m'accompagne vraiment sur le projet. Et notamment sur toute cette partie tarifaire qui était vraiment pas évidente pour moi. J'ai beau demander, faire un benchmark, demander un petit peu comment ça se passe sur d'autres salons, dans d'autres secteurs de France, etc. Moi, c'était quelque chose qui était atypique aussi. Et avoir quelqu'un qui connaît aussi le secteur, qui connaît l'Auvergne, qui a déjà fait plein d'autres salons, ça aide énormément à la prise de décision, d'avoir quelqu'un en qui on a confiance et avec qui on va pouvoir discuter, parce que des fois, on est tout seul face à notre ordinateur à se dire, bon, est-ce que je le lance, est-ce que j'y vais? Et en fait, vraiment, l'échange, je pense que c'est hyper intéressant. Et notamment, Fabrice, je l'ai rencontré à un des petits déjeuners aussi, récemment. N'hésitez pas à rentrer, effectivement, il y a encore des personnes qui nous rejoignent. On trouvera des chaises, il n'y a pas de problème, il en reste là, et autrement, on peut prendre des chaises. Voilà, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a au moins éclairé un petit peu, mais... Ah, ça marche plus? Attendez, si, c'est bon? Oula. 1, 2. Attendez, bougez pas, on va trouver un autre si... Je peux te piquer le tien. C'est bon, ça marche, c'est bon. Ah, c'est bon, d'accord. Pour parler, vous dites faire les personas un peu, c'est ça? Et ça, oui, j'en ai fait des cauchemars avec Fabrice Caillou. Il nous a proposé à faire nos personas pour justement bien focus les bonnes personnes. Ça, c'est vrai que c'est important, mais c'est un truc, moi, ça m'a fait faire des cauchemars, j'en rêvais la nuit. Oui. Alors, je t'embête pas. Tout ce qui est pardon, les prévisionnels, les benchmarks, les personnages, c'est bien un temps, mais à un moment donné, il faut se lancer, il faut essayer. Et je pense qu'avec vos premiers clients, vous allez le voir, hein, c'est ce que tout le monde a l'air de dire sur ce domaine-là. En tout cas, il va falloir tâtonner. Mais ne passez pas 6 mois à faire des personas. Mathieu, 32 ans, qui a envie de se marier, avec Jade, qui est bobo parisienne. Bon, je pense qu'à un moment donné, il faut y aller et vous allez vraiment rencontrer votre clientèle pour de vrai, quoi. Il y a souvent une allégorie sur la création d'entreprise, c'est la personne qui saute à l'élastique, qui va revenir 152 fois vérifier que l'élastique est accroché derrière sur le et qui au bout de la 153e dit bon bah il faut que j'y aille quoi. Je peux revenir toujours derrière, me remesurer, redire j'ai peut-être pas vérifié la tension, les câbles etc. Au bout d'un moment il faut sauter. Et puis il y a un petit moment où, comme l'élastique, voilà, l'estomac remonte là, et puis après voilà quoi. Surtout dans un domaine où effectivement la variabilité du prix est très large, parce qu'il y a toute une typologie d'événementiel. Après je sais pas sur quoi vous voulez vous positionner, mais voilà c'est extrêmement. Mais on pourra aussi en parler, compléter. On va essayer de faire un peu un tour de table, mais voilà je pense après autour d'un verre. Ah il y avait une question de Michel. Moi, j'aimerais bien Françoise. N'hésite pas, il reste des places. Ou tu peux prendre une chaise roulante là-bas. Enfin, chaise roulante, dit comme ça fait chaise à roulette. La grande classe. Oups, c'est ça. Bon, voilà pour le prix. Est-ce que d'autres questions sur les engagements, leurs valeurs, sur leur parcours? Madame, racontez-nous, qui êtes-vous? Alors, je suis Céline Beson. Je suis spécialisée dans la gestion des impayés à l'amiable. Donc j'accompagne les dirigeants en difficulté, qui ont des impayés, mais ça me permet aussi de détecter des dirigeants en difficulté, de les accompagner. Ma question est sur le développement commercial. Voilà, de tout dirigeant au début, j'ai des clients, mais ma question, faire appel à un expert dans le développement commercial à un coût. Est-ce que vous avez d'autres solutions pour développer? Faites appel à une blogueuse professionnelle qui va vous doper votre image sur les réseaux sociaux et vous booster vraiment. C'est la même thématique, mais bon. Oui, c'est pas tout à fait la même. Quoique, un joli voyage pour se faire payer sa facture, je sais pas. Je sais pas, est-ce que vous avez, Léa, peut-être, effectivement? Moi, mon objectif de mon entreprise, c'est que mes parfums soient vendus. Aujourd'hui, on a plusieurs partenaires en France et à l'étranger. On vend surtout en Asie. Et effectivement, il faut faire de la prospection parce que le parfum sur Internet, c'est un peu ses limites. Donc, comment nous, on prospecte? On a plusieurs manières de prospecter. Par téléphone, en physique, via les réseaux sociaux, parce que nous, ça nous permet de montrer directement, en fait, ce qu'on fait.
et c'est l'acharnement en fait. Je crois que la réponse c'est ça. Nous on contacte minimum 3 fois. Si on n'a pas de réponse, on passe au téléphone ou en physique. Et par contre on essaie de cibler les personnes qu'on veut vraiment contacter. On n'envoie pas en masse comme parfois on reçoit des mails où c'est pas personnalisé, il n'y a pas le prénom, tout ça c'est un peu moyen. Et je trouve qu'on a des pas trop mauvais retours. Je suis contente de mes alternantes là, qui ont commencé il y a 3 semaines. Elles ont déjà trouvé de nouvelles boutiques partenaires. Mais je pense que vraiment il faut... Enfin nous on fait que ça toute la journée quoi. Voilà, après voilà, si d'autres... Malika ? Oui, juste pour compléter. Alors, de l'autre côté, il y a 2 approches. Il y a l'approche directe sur la partie web marketing. Mais effectivement, ça a ses limites parce que ça a aussi un coût, les coûts web marketing. Et puis ensuite, on s'appuie aussi sur des prescripteurs, donc des sociétés de déménagement, des agences immobilières. Mais juste pour compléter, il y a une vraie démarche proactive. Ça veut dire que le nombre de fois où on va prendre notre téléphone et on va nous dire non, je ne suis pas intéressé, et le oui, je suis intéressé, c'est une fois sur 10, une fois sur 20. Et c'est vrai que ça fait peur. Ça fait très peur en général quand on se lance et qu'on entend le non, 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 non. Et puis la 100e fois, on a le oui. Ça peut être décourageant aussi, mais c'est cette espèce de niaque en fait qu'il faut avoir et puis y retourner systématiquement. Et puis c'est sûr qu'au bout de 2000, 3000 non, mais peut-être qu'il faut aussi se poser la question en se disant peut-être que je frappe pas la bonne porte. Peut-être que ma cible elle est pas là et qu'elle est à quelques centimètres plus loin. Thierry, on complète. Je suis pas un pro du commerce. Néanmoins, j'ai œuvré dans le B2B. Voilà, oui. Alors là, maintenant, je suis dans le B2C. Alors là, je me dis, c'est vraiment notre monde. Et je me lance sur le B2B2C là, actuellement. Qui vise à faire des médecins les prescripteurs de nos salles de sport en fait dans tout ce qui marche le mieux c'est quand même la relation, donc c'est le réseau, c'est de participer à des événements, de croiser des gens et c'est comme ça que je fais parce que d'abord je ne sais pas faire autrement et puis alors oui j'ai des personnes qui font du community management, du community je sais plus quoi. J'ai des managers commerciaux. Dans chaque salle, il y a un responsable commercial. Mais bon, c'est le truc pas simple quand même. Et c'est vraiment le relationnel. Surtout dans un domaine comme Madame, effectivement. C'est d'aller dans des réseaux, de se rencontrer, de parler avec les... vous êtes le bon exemple, parce que j'allais dire, s'ils sont à côté, encore une fois, c'est qu'ils se sont croisés à un petit déjeuner de la création il y a 6 mois, même pas, je sais plus, c'est ça, voilà. Effectivement, et la mise en relation s'est faite vraiment par hasard en discutant avec l'un et l'autre, et voilà, aujourd'hui, vous travaillez ensemble, vous collaborez ensemble. Mais effectivement, les réseaux, c'est souvent la meilleure clé d'entrée. Il y a quelque chose qui est assez fondamental. On sort de 20 ans dans lequel pendant 20 ans, le digital a cru tellement, ça a tellement augmenté au début on a dit tiens, ça m'ouvre le monde. S'il m'ouvre le monde, les clients vont venir à moi spontanément. Et c'était le cas, parce qu'il y avait effectivement assez peu de concurrence. Et puis un jour, ça c'est mort. Parce que j'allais dire, pour exister sur le web, vous savez que les gens ne cliquent à 92% que sur les 3 premiers liens en haut de Google. Ça veut dire que sincèrement, pour être dans les 3 premiers, il faut soit acheter le positionnement, ça coûte très cher, soit faire un travail de SEO, de référencement naturel qui est très complexe aujourd'hui, qui est devenu une véritable métier et qui coûte. Donc le web n'est plus qu'une carte de visite qu'on va tendre, c'est-à-dire je vous le donne et vous venez sur mon site. Mais le côté, oui, les clients arrivent naturellement, voilà. Alors après, on a les réseaux sociaux, mais qui ont aussi connu leur âge d'or, où les influenceurs étaient extrêmement visibles facilement, avec des millions de vues. Aujourd'hui, c'est un vrai métier, et c'est devenu là aussi difficile d'abord parce qu'il y a beaucoup plus de réseaux sociaux, et puis qu'il y a beaucoup plus de monde qui communique dessus, donc la visibilité est complexe. Donc tout ce qui était ce qu'on appelle inbound marketing, le côté je viens à moi, et c'était naturel, pendant 20 ans, c'est venu les clients arrivaient, il suffisait juste d'exister sur le digital, et puis les clients arrivaient, c'est mort. Mais on est revenu, c'est pas mort, pardon madame, excusez-moi Jessica, c'est pas mort du tout, au contraire, les réseaux sociaux, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais n'empêche qu'il y a aussi à revenir peut-être à des fondamentaux de contact humain qui retrouvent une place. Alors je sais que c'est facile à dire à une époque où on a ChatGPT qui vient de sortir et qui va nous disrupter tous rapidement dans les 3 ans qui viennent, mais j'allais dire, il ne reste plus que ça, il ne restera peut-être plus que ça, à un moment donné, qui est ce retour à l'humain, et effectivement, c'est la rencontre des réseaux. Merci de votre question, en tous les cas. Et puis il y a de quoi s'occuper, Clermont. Ah oui, rien que Clermont. Tu veux dire en impayé de la semaine. En impayé, tu veux dire pour madame, c'est ça? Non, pour faire du réseau. Ah, du réseau, oui. Ah oui, si vous avez un bon agenda, dès que vous rentrez dans un réseau, c'est la force du réseau à Clermont, vous repartez avec 3 réunions. Le premier soir, vous repartez avec 3 soirées pleines pour la semaine d'après, et c'est exponentiel. Et à la 5e semaine, vous êtes déjà avec un agenda où il y a 3 rencontres par jour. Donc c'est du temps, c'est chronophage, par contre. Pardon, madame, dites-nous tout. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Claude.
Alors moi, je suis porteuse de projet. Je vais bientôt, là, très bientôt m'immatriculer comme artiste photographe. Oui. Et bon, alors, c'était un peu ma question aussi par rapport au fait que, en fait, ma santé me permet pas trop de faire des marchés, des choses comme ça. Donc, je suis obligée de compter à 200% sur Internet. Je suis en train de finaliser mon site sur WordPress et je suis complètement réfractaire aux réseaux sociaux. Ça, pour moi, c'est vraiment mon point faible. Et du coup, je pense qu'il va falloir que je compte, pareil, à 200% sur le SEO. Et du coup, voilà, la question c'était ça, c'est peut-être est-ce que quelqu'un connaît une bonne formation SEO fiable? Moi, je connais une bonne agence digitale parce que Malika a plusieurs casquettes aussi. Je sais pas, est-ce qu'on peut répondre à ça, Malika? J'allais dire. Pardon, je ne voulais pas vous couper, mais parce qu'elle a aussi une activité dans laquelle, effectivement, sur le digital. Je suis consultante e-commerce et marketing digital à côté, donc deux activités en effet. Pour rebondir donc sur les techniques pour faire venir du monde sur son site. Alors bien sûr, on a des techniques qui sont payantes, que ce soit du SIA, du retargeting, de l'affiliation. Et puis ensuite, en parallèle, vous avez aussi le SEO. Je rebondis sur ce que tu disais, Frédéric, c'est que à une époque, en ayant un bon contenu, en ayant des bonnes bases techniques, il était assez simple d'être référencé et d'être assez haut dans les résultats de recherche. Aujourd'hui, Google, littéralement, il met quelques fessées, pour parler poliment. Et s'il n'y a pas ce mix entre le SIA et le SEO, c'est difficile de se positionner. Donc, bien sûr qu'il faut créer du contenu, bien sûr qu'il faut positionner des mots-clés, bien sûr qu'il faut développer du maillage interne, etc. Mais ça ne fait pas tout. Et les réseaux sociaux, on n'est pas obligé de se... Je ne sais pas pourquoi vous êtes réfractaire sur les réseaux sociaux. Ah oui. Mais effectivement, je pense que dans toutes nos créations d'entreprise, il y a effectivement des choses qui nous déplaisent plus que d'autres. Mais pour aller à la rencontre de nos clients potentiels, il faut aussi y aller. Vous savez, je prends mon exemple personnel. Je ne devrais pas dire ça parce que je pense que je suis beaucoup en lien avec certains d'entre vous via mon LinkedIn. Mais mon LinkedIn, par exemple, sur lequel je dois avoir presque 18 000 personnes, il est purement professionnel. C'est-à-dire qu'en réalité, je mets du personnel à l'intérieur uniquement pour garder un contact humain, etc. Mais en réalité, chaque post est réfléchi à quel moment il est publié et pourquoi il est publié. Donc je pense qu'il faut le concevoir comme un outil. On aime ou on n'aime pas, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut, dans votre secteur d'activité, avoir un bon réseau sur LinkedIn, voilà, c'est créer effectivement... voilà. Faites du TikTok, c'est incontournable. Non ? Et puis surtout, si vous êtes photographe, il y a très certainement de belles choses à montrer. Vous avez Insta qui est vraiment génial pour montrer aussi son activité. Oui, TikTok, Facebook. Chaque réseau spécial a sa spécialité, a sa cible, a aussi ses algorithmes. Ça ne fait pas tout, mais en tout cas, c'est aussi une belle carte de visite, en plus du site vitrine. En complément, ça ne s'improvise pas. Même quand on est dans le digital, on doit faire appel à des agences de communication, marketing, opérationnelles ou stratégiques, mais qui sont hyper spécialisées. C'est-à-dire que selon le contenu et les mots-clés que vous allez mettre, il va y avoir un impact direct sur la cible à atteindre ou pas. Donc on ne peut pas l'improviser. Autant du WordPress, on se débrouille, on peut faire de son propre site, bien que il y a site internet, carte de visite, mais le site a évolué. On n'est plus sur le site internet carte de visite, ça ne sert à rien. Par contre, le site internet qui crée l'expérience client, c'est-à-dire qui va beaucoup plus loin et qui effectivement amène autre chose comme relation à l'autre, qui va à la rencontre, mais une rencontre bilatérale, c'est-à-dire, exemple, vous dans votre métier, oui, vous pouvez mettre sur votre site internet des photos, mais vous pouvez aussi dire à toute personne qui se connecte chez vous, identifier le qui, le pourquoi et ce qui lui a plu. Et là, vous êtes dans une expérience que vous vivez de relationnel avec l'autre qui vient chez vous, qui pourrait avoir envie de venir chez vous. Mais ça ne s'improvise pas. Vraiment. Même si on peut avoir peu de moyens, et pourtant, ce n'est pas mon job. Hein. Donc, si je le dis, je suis vraiment neutre là-dessus. S'il y a vraiment un poste aujourd'hui, et je ne vous aurais pas tenu le même discours il y a 10 ans ou il y a 5 ans, le marketing au sens communication, et également visibilité par rapport à des cibles. Il faut que ça se travaille avec une entreprise, voire deux, qui ont deux métiers connexes ou complémentaires, parce que sinon, on peut rater le coche. Par contre, si vous voulez recruter quelqu'un dans le IT, il ne faut pas hésiter. François dans le système d'information, oui, voire même dans du conseil sur certains sujets. Mais moi, je le confie
à quelqu'un, hormis LinkedIn. Hormis LinkedIn, parce que ça, pour le coup, je sais faire de la veille économique. Ah ben oui, il faut trouver cet équilibre. Après, il y a des montages. Il y a des financeurs, il y a des financements. Vous pouvez trouver des financements. Ça peut être, alors c'est pas l'objet de ce soir, mais vous avez des prêts d'honneur, des choses comme ça qui vont vous permettre. Et puis après. Voilà, oui, voilà. Et puis Instagram, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Puis après, il y a des bons montages. Vous êtes dans un écosystème à Clermont-Ferrand qui est plutôt bienveillant, de partage, comme disait Frédéric, qui vous dit qu'il n'y a pas une personne qui a envie de prendre ce soir des cours de photo et en échange qui a peut-être une compétence. L'échange de valeurs et de parties prenantes peut être une richesse et on a ce territoire qui s'y prête bien. C'est clair, c'est clair. Jessica, tu voulais réagir? Non, je ne sais plus. Non, je disais, quand on n'a pas beaucoup de budget, justement, Instagram, c'est gratuit. Ouais. Et particulièrement sur une thématique comme la photo, aujourd'hui, vous pouvez littéralement exploser sur votre secteur en simplement publiant votre travail, vraiment des choses que vous avez déjà mis en place, en les mettant simplement avec des bons hashtags, en positionnant bien vos photos, et aussi en travaillant avec des influenceurs locaux. Moi, typiquement, je travaille avec une de mes amies qui s'est lancée depuis janvier en tant que photographe à Clermont, et alors forcément, je l'aide beaucoup à sa mise en avant sur les réseaux sociaux. Mais depuis, en fait, il a fallu juste un petit coup de projecteur, un petit coup de pouce pour qu'elle soit contactée par plein d'autres influenceurs dans la région. Elle fait un petit peu de gratuité, elle fait des photos en gratuité, il partage son travail et ça y est, la machine est lancée. Elle a ses 10 dates l'année prochaine de mariage. Instagram, c'est un outil qui peut être extrêmement puissant, même quand on n'a pas beaucoup de budget au début. Souvent, effectivement, en partenariat, en échange, et pas hésiter à se servir d'influenceurs pour promouvoir aussi votre travail, quoi. C'est aussi l'idée du petit cocktail après que nos amis d'LCL vont vous proposer, peut-être prolonger ça. Qui a envie de poser une autre question ou se présenter? Madame, bien sûr, vous avez le micro, tout va bien. Bonjour. Oui, bonjour. Donc moi, je m'appelle Zoé et je suis en train de créer la société Maison Eliane, qui est une maison partagée pour des seniors autonomes ou en perte d'autonomie à Clermont. Et en fait, ça fait 18 mois que je travaille sur le projet. Et j'ai un problème, c'est que j'ai un projet à fort impact social, puisque ça répond à une problématique aujourd'hui liée au vieillissement, au manque de logement aussi en France. Et j'ai créé à côté une société commerciale, et non pas une association, et non pas... Enfin voilà. Et en gros, donc, je me confronte à un regard sur le travail que je fais, en tout cas que j'essaie de faire depuis 18 mois, avec beaucoup d'ambiguïté justement par rapport à mon positionnement, alors que moi je suis claire dans mes baskets vraiment par rapport à ça. Et voilà, je voulais savoir comment vous viviez d'être une entreprise engagée en étant une entreprise commerciale. Peut-être Malika, effectivement, peut-être plus directement concernée. Très succinct. Alors, à titre personnel, moi j'ai aucune ambiguïté, on est une SAS. On est en train de devenir une SAS de l'économie sociale et solidaire. Mais l'objectif de l'entreprise reste toujours le même, c'est de faire du business en ayant un impact sur son entourage, sur son environnement et puis sur la société. Moi, je dirais que si c'est très clair pour vous, il n'y a pas de problématique à avoir. Si c'est un vrai engagement... C'est même presque vertueux parce qu'il existe beaucoup de projets engagés qui n'ont pas ce volet économique. Et c'est un peu le sens du message qu'on a porté tout à l'heure, c'est qu'une entreprise, à la fin du mois, pour pouvoir exister et pour pouvoir être efficace dans les valeurs qu'elle porte, elle se doit de dégager un chiffre d'affaires, un bénéfice et de payer des salaires. Donc quelque part, effectivement, c'est presque vertueux. Si vous rencontrez des acteurs comme France Active, par exemple, ou c'est exactement le type de conseil qu'ils vous donneront, c'est d'avoir aussi un modèle économique sur lequel vous prenez appui. Léa? Oui, et puis je pense que il faut forcément que ce soit lucratif. Je pense que les EHPAD ou autres, on l'a vu là récemment, il y a eu plein de scandales, ils se font bien de l'argent sur nos aînés. Donc, le problème. Oui, mais je vois pas le souci. Tout le monde a besoin de gagner votre croûte quand vous aurez créé un empire de maisons. Voilà. Vous pourrez peut-être faire de l'associatif, faire des dons, etc. Mais moi, je vois pas du tout le problème. Ça vient des autres en fait. Oui, mais je pense qu'on vous identifie pas du tout comme les EHPAD qui justement font ça, puisque vous avez très bien décrit votre projet en une ligne. On comprend bien que vous recréez du lien social, que vous êtes là pour accompagner les aînés plus que pour les garder. Voilà. Oui, tout à fait. Sauf que tout ça, ça a un coût en fait aussi, effectivement. Bien sûr. C'est un certain coût. Et j'ai beaucoup travaillé sur ce coût. Justement, je pensais à la première question sur les prix, où au début, j'étais sur des prix qui étaient importants, parce que je voulais que ça soit parfait aussi. J'étais trop aussi dans l'idéation de ce projet.
Et en fait, donc j'ai retravaillé mes coûts pour être plus, moi, en adéquation et en valeur avec ces coûts, pour pouvoir aller le vendre. Parce que si je ne suis pas d'accord avec vendre une prestation à 4 000 €, j'y arriverai pas. Donc aujourd'hui, je me sens déjà plus en adéquation avec ça. Mais c'est vrai que j'ai encore beaucoup d'injonctions, que ce soit par des partenaires, notamment des collectivités publiques, qui me dérangent en fait. Et même si je suis bien moi avec ça aujourd'hui, ben, y a quand même un problème. Oui. Voilà. Thierry. Si c'est les autres le problème, je pense que vous allez réussir en communiquant. Enfin, Pour rebondir sur votre question, il y a 2 types d'entreprises engagées. Il y a les entreprises qui sont engagées dans leur ADN, dans leur offre, leurs produits, leurs services, et un produit qui améliore la société, les conditions des personnes. Et puis il y a les sociétés engagées qui font un produit, un service qui est de consommation courante, mais pour lequel ils vont s'engager dans les méthodologies de production, où ils vont être éco-responsables, etc. etc. Mais pour la première partie, dont vous feriez partie, puisque ça consiste à permettre aux personnes de vivre dans de meilleures conditions, des personnes âgées, peut-être en perte d'autonomie, de vivre dans de meilleures conditions, il y a quelque chose qui est issu de la loi Pacte, c'est les entreprises à mission. Et donc, en fait, c'est tout simplement d'intégrer votre vocation dans vos statuts. Et en fait, vous affichez une véritable mission. Et après la question de coût, que ce soit du service privé, public ou quoi que ce soit, tout le monde sait que on ne peut pas travailler à perte, on peut pas. Voilà, ça se décrète pas, quoi. Et j'ai le même problème avec les salles de sport, où il y a des salles de sport qui font la merde, qui sont pas chères, et moi qui suis plus cher, et avec une labellisation sport santé, avec des experts formés, avec la capacité d'accompagner des personnes en situation de pathologie, et de permettre aux personnes de vivre plus longtemps, en meilleure forme, et je considère que c'est la mission de l'entreprise. On évoquait 3 associations en début d'échange, dont le CJD d'un côté, le Club des 1000 et Entreprises engagées, c'est ça le nom exact ? Les entreprises s'engagent. Peut-être que ces 3 associations, vous pourriez aller les voir, parce que je pense que plus vous multiplierez les rencontres, je pense qu'il y a 2 éléments. Un, vous définirez peut-être mieux votre modèle par rapport à des vécus d'autres personnes, et d'autrement, vous trouverez aussi peut-être plus confiance dans la façon de présenter votre projet, parce que de la façon dont vous l'avez effectivement présenté, je pense qu'on est tous d'accord, on a trouvé ça formidable. À aucun moment on s'est dit ah oui, mais effectivement c'est un EHPAD. Non, je crois que vous le présentez très bien, et je crois que si vous avez cette confiance, comme pour les prix finalement, cette confiance à dire j'ai une valeur, je pense que là vous trouverez un équilibre. Françoise, tu voulais réagir ? Il y a surtout en France un acteur qui n'existe pas en Auvergne mais qui existe ailleurs, qui est le cluster de la Silver Economy, oui. Qui réunit des acteurs d'économie sociale et solidaire ou pas, qui existent déjà depuis 20 ans, qui cherchent des opérateurs régulièrement sur les territoires. Donc ce cluster, je ne sais pas si j'ai encore les coordonnées ou si c'est toujours la présidente, voilà. Mais ce cluster existe. Moi, j'avais votre projet, mais il y a très longtemps, en 2016-2017. J'étais en contact avec eux. Ils sont plutôt partie prenante. Il y a des financements spécifiques en plus. Et à Faillé-le-Château, il y a des maisons qui existent déjà. Il y en a une qui a été créée à Faillé-le-Château et ça fonctionne très bien. Et je pourrais vous donner les contacts. C'est ma maman qui l'a fait. Donc, oui, effectivement, l'échange de contacts, oui, effectivement. Si François vous le dit, il y a effectivement ce cluster est extrêmement efficace et rassemble déjà beaucoup d'acteurs qui interviennent dans ce domaine-là. Et je crois qu'il y a une place pour ce que vous décrivez. C'est une nouvelle façon d'accompagner effectivement, encore une fois, une problématique de territoire et sur lequel vous pourrez. Est-ce qu'il y a. Alors, on a démarré avec un petit peu de retard. J'avais dit 1 heure max pour tenir les engagements de chacun. On va se prendre encore peut-être 10 minutes maximum. Okay. Bonjour madame, allez-y. Bonjour, donc moi je m'appelle Mélanie. Donc je développe une entreprise aussi qui s'appelle Coucou Visio, qui a adapté l'accès à la visio pour les personnes âgées à partir du téléphone fixe. D'accord. C'est un projet IoT. On a connecté des objets qui n'étaient pas dans la vie telle qu'on le connaît pour leur permettre d'accéder très facilement à cet outil de communication. Moi j'avais une question. S'il vous était donné la possibilité de refaire quelque chose dans votre parcours d'entrepreneur, ce serait quoi ?
faire Vous avez ou 2 ne minutes. ou ne pas refaire. Ou ne pas, voilà, ou ne pas Ou ne pas refaire, refaire. ou autrement. Léa. Bon, je vais commencer parce que leur parcours est un peu plus long, ils ont besoin de réfléchir. Il faut y réfléchir, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je dirais que je me suis quand même lancée rapidement, mais je sais que tout à l'heure, on a beaucoup parlé de bien savoir s'entourer. C'est vrai, mais parfois, il faut rester centré sur son projet, son produit, et y aller et vendre, et peut-être pas trop se perdre non plus à démarcher des coachs, des agences de com, etc. Et au début, tester son produit sur le marché avant de savoir exactement ce dont on a besoin, peut-être du SEO, peut-être des réseaux sociaux, les influenceurs, etc. Mais voilà, peut-être pas trop se perdre au début et voilà. Du coup, j'ai pas du tout répondu à la question, mais voilà. C'est un phénomène qu'on voit souvent, ce côté idéation, où on est vraiment dans la réflexion, et puis on n'en finit plus, on lit on se documente. Et vous savez qu'on a tellement accès à de l'information. Tout à l'heure, je parlais de ChatGPT, je vois de plus en plus de porteurs de projets qui disent je le challenge avec ChatGPT. C'est vrai que c'est brillantissime, il vous répond. Oui, mais on s'enfonce dans un univers où on rajoute des idées, des lignes, etc. Et effectivement, c'est vrai que des fois, c'est une façon de ne pas avancer. Quoi. Ne pas se perdre et vendre. Ça masque sa propre limite de ne pas vouloir y aller. Oui, c'est clair, tout à fait. C'est ça. Malika, qu'est-ce que tu ferais ou ne ferais pas dans ton parcours? Alors moi, je suis une de jeune créateur, on parle. Beaucoup plus jeune que toi. Alors moi, j'ai un pied dans un incubateur sur Lyon, donc cette phase de business plan, business model, exploitation, exploration. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre et puis j'ai arrêté net parce qu'on a besoin de se lancer. On a beau lire tout l'exercice du monde, refaire 50 fois son business plan, son pitch pour qu'il soit parfait. La réalité, elle est sur le terrain. Et donc oui, ce serait peut-être me lancer plus tôt. Voilà. Aller chercher l'attraction marché dès le départ. Ah oui, tout à fait. Ouais. Alors bien sûr, après, il y a systématiquement une phase de recherche qui est primordiale, qui est importante. Mais il ne faut pas non plus que ça dure 10 mois, 12 mois, 18 mois, parce qu'il y a aussi un objectif de faire entrer du cash au sein de l'entreprise. Bah, nous, c'est la problématique qu'on a un peu rencontrée, parce qu'on est sur de la R&D qui est assez longue. Donc là, on est sur 2 ans et demi d'R&D. On a 3 protos, donc là, une bêta qui va être qu'on a déjà testé avec des futurs utilisateurs. Mais ce temps-là, en fait, l'ennemi numéro 1, c'est le temps. Je sais pas moi, c'est vraiment ce que je ressens. Après, vous êtes sur de la deep tech, je sais pas si vous êtes sur de la... Non, on n'est pas encore sur... Enfin, c'est pas... Voilà, tout le monde a son label. Enfin, on rentre pas dans les cases parfaitement, donc c'est pas le cas. Mais du coup, oui, c'est l'aspect temps, et j'entends effectivement d'y aller le plus vite possible, d'aller conquérir, montrer, proposer et faire adhérer. Puis, alors, si je peux compléter, c'est que quand on est sur cette création de POC ou de MVP, on a envie qu'il soit parfait. Et en fait, il sera jamais parfait. L'objectif, c'est de voir quel est le cœur de la proposition de valeur que je vais pouvoir développer avec un POC très basique, fait avec du papier parfois, hein, mais exactement. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Ah. Qui va me permettre de tester mon produit sur le marché. Parce que si on part sur des MVP on va dire très long, très onéreux, et puis quand le lançant, on se rend compte, alors là, qu'effectivement, il est super, le POC, mais par contre, il n'y a personne qui en veut, c'est encore des pas en arrière. Si tu veux bien, MVP, POC, juste pour alors, POC, c'est le preuve of concept, donc vraiment, c'est la faisabilité technique, technologique. Et MVP, minimum viable product. En sachant qu'effectivement, même avec un POC minimaliste et très cerné, aujourd'hui, les acteurs du financement, enfin là je ne parle pas à la place des bancaires, hein, mais voilà, sont à l'écoute. Ils sont réceptifs. Si on arrive avec un POC qui est déjà bien élaboré, bien contenu, mais il y a vraiment une conscience. À une époque, on voulait un produit beaucoup plus labellisé, fini, terminé, etc. Aujourd'hui, on arrive avec des modèles. Et vous avez évoqué la deep tech tout à l'heure, vous étiez pas tout à fait dans le cadre. C'est peut-être un élément à prendre en considération pour du vécu. Peut-être que dans tout ce qui est appel à projet, tout ce qui est définition des grands projets d'État, etc., de deep tech, voilà, et ben à un moment donné, il faut peut-être juste simplement dans la présentation du projet se débrouiller d'être dans la case. Parce qu'en étant dans la case, vous accédez. On est dans la case low-tech. Low-tech, d'accord, ok. Donc, voilà, on n'est pas dans la deep, mais on est dans la low. D'accord, ok. Donc vous êtes capable. Dans la sobriété numérique. D'accord, ok. Ça aide bien pour avancer parce que subitement, les portes s'ouvrent. Parce qu'à un moment donné. Tous les gens qui vont examiner votre projet vont cocher des cases. Donc ils vont dire, vous êtes dedans? Non, désolé, au revoir. Alors que là, effectivement, ça gagne du temps. Qu'est-ce que tu ferais ou tu ne ferais pas? Toi qui est le sage de ce soir, c'est celui qui a... Rien. J'ai pas l'habitude d'avoir des regrets. Plus de sport? Ouais, alors évidemment. Là, c'est l'histoire du cordonnier. C'est ça. Les salles de sport, c'est comme les cordonneries, c'est pareil. C'est ça. Non, je regrette rien. Évidemment, avec les connaissances actuelles, si je les avais eues il y a 30 ans, j'aurais certainement fait différemment et plus vite. Mais
Non. Plus vite, c'est la notion que je retiens sur vos 3 témoignages. Mais parce que le temps, et en fait, on est excité en fait. Quand on est chef d'entreprise, on est excité. Donc, il faut que ça aille vite. Et souvent, on déteste la monotonie et les choses qui sont toujours pareilles. Donc, j'ai eu plein de projets dans les cartons que j'ai pas eu le temps de sortir. Voilà, ça, évidemment, si c'est à refaire, je les sortirais. Mais si je les ressortais, j'aurais pas fait autre chose. Ah oui, bien sûr. Donc, puis des fois, c'est bon qu'ils soient dans les cartons. J'en avais un depuis 2017 dans les cartons. Je l'ai mis en route en 2020. Ça tombait pile poil avec la crise Covid. Les salles de sport fermées, on n'avait plus nos clients. Il fallait quand même rentrer de l'argent. Donc, c'était d'accompagner nos clients dans leur activité physique en dehors de nos salles. C'était un projet qu'on avait de longue date, mais j'avais rien fait dessus. En 2020, j'avais que ça à faire. Donc, et ça nous a permis de sauvegarder 50% de notre chiffre d'affaires avec des magasins fermés. Donc, c'est clair. Voilà, non, mais franchement, il n'y a rien que je ne referai pas. Plus vite. Merci. Eric. On va tendre le micro parce que c'est pour l'enregistrement de la vidéo. Je veux et puis, tu as une belle voix aussi. Puis il a une belle voix en plus, c'est ça. Il va nous chanter une chanson après. Oui. Non, je disais, pour aller vite, il y a une technique que je connais qui consiste à se hâter lentement, qui est d'étudier. On étudie évidemment, forcément et heureusement d'ailleurs, les perspectives commerciales, de déboucher à qui on peut vendre. On passe en général pas assez de temps, et ce serait pourtant du temps très bien perdu, à étudier le marché des fournisseurs. Et si on le fait bien et si on passe du temps à ça, on va se rendre compte, et c'est moi je ne l'avais pas fait assez, on va se rendre compte qu'on a tout un tas de gens tout proches de chez soi qui peuvent vous fournir à un prix défiant toute concurrence par rapport à vous, des produits d'excellente qualité que vous allez soit chercher de très loin en perdant du temps, soit pire encore que vous fabriquez vous-même, qui vous font perdre un temps énorme. Alors vraiment, faites le tour, ne serait-ce que du département. Vous verrez dans le département le nombre de prestations ou de produits en produits industriels que vous pouvez obtenir, et ça vous simplifiera énormément la vie, mais il faut y passer un peu de temps. Parce qu'on ne sait pas ce qui se fait autour de chez nous. Dans votre secteur, il y avait Yacities à reprendre il y a peu de temps. Il y avait Yacities qui était à reprendre il y a peu de temps. Pardon ? Oui, Françoise. Tiens, prends le micro, François, si tu veux rajouter quelque chose, pardon. Laurent, tu contactes Laurent, il est sur l'IoT, il est là-dessus depuis, non pas très longtemps, mais Laurent, en plus, ils viennent d'être achetés par Lynx, je sais plus, Lynx, je sais plus. Ouais. Tu contactes Laurent, même s'il a maintenant une position de DIRCO, Laurent, forcément, il t'aidera. Laurent, tout à fait. Ouais. Mais le temps, en plus, dans nos métiers... Ah bah oui, c'est clair. Aussi la première richesse. C'est vrai. Et dans notre métier, c'est l'argent pour développer tout de suite et livrer tout de suite. Et pour ça, comme disait monsieur, il faut prendre ceux qui savent fabriquer, qui ont même si toi tu as la techno, excuse-moi, je te tutoie, on est dans le même métier, c'est ça, mais si tu as la techno, peut-être que tu l'as pas toute pour livrer assez vite, peut-être que tu n'as pas les garçons et les filles pour le faire, il y a plutôt des garçons, je suis désolée, mais... Et lui, par contre, ou moi, on peut te mettre à disposition des gens, on peut faire un truc friendly, parce que ça se passe comme ça chez nous. Il y a TechInnov prochainement qui arrive en début d'année. TechInnov, je t'encourage à aller les voir. Tu es dans la tech innovante et sur le lot, donc ça sera gratuit. Donc TechInnov, c'est un très bon levier et tremplin pour les sujets que tu as. Alors, juste pour terminer, parce qu'on avait dit, voilà, par vous, messieurs, dames, voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez une question ? On a la partie, effectivement, après échange autour d'un verre, je vous rassure. Est-ce que vous avez une question éventuellement ou qui ferait que ça pourrait changer ce soir votre avenir, voilà, ou pas ? Dans ces cas-là, non ? Jessica, oui, bien sûr. Pardon, oui, bien sûr. Et après, voilà, il y en a 2 micros, ça tombe bien. Moi, j'ai une question sur les démarrages pour les financements. Est-ce que vous avez eu des soutiens de la région, du département, des choses comme ça ? Aujourd'hui, moi, je suis seule aux commandes de mon projet. J'ai pas du tout de soutien ni régional, ni de la région, etc. C'est pour ça que je me mets un peu dans les réseaux, parce que je suis très réseaux sociaux, mais certainement pas assez réseaux classiques. Et comment on fait quand on connaît personne ? Comment on fait pour se faire connaître, pour dire « Hello, moi j'existe, j'ai un projet qui est super sympa » et peut-être qu'il y a des subventions qui existent, peut-être qu'il y a des soutiens qu'on peut avoir, et quand on ne sait pas où frapper, on est un peu perdu et on se retrouve à porter un énorme projet tout seul. Donc voilà, c'est ma question. Léa, attends.
Sur la question des financements, je pense qu'il faut s'aider soi-même. Moi, je suis allée voir les banques, j'ai mis de l'argent de ma poche, ils m'ont prêté et j'ai aussi obtenu un prêt d'honneur parce qu'effectivement, je rentrais dans aucune case des subventions, donc j'ai jamais eu d'argent gratuit, si je veux dire, à part quelques gains de concours ou autres. Mais en fait, mon projet a plu et je pense que si votre projet il est chouette, votre banque elle peut vous suivre. Je sais pas, il y a plein de banquiers là, je pense que c'est le moment si vous voulez emprunter. Et puis un prêt d'honneur, voilà, peut-être que vous pouvez vous rapprocher des plateformes initiatives. Alors pour ce qui est des subventions, là c'est mon autre casquette effectivement, sur lesquelles je suis en train de mettre en place un programme de formation justement. Il faut le prendre à l'envers. C'est-à-dire que c'est pas votre projet qui doit malheureusement rentrer dans les subventions. Il faut guetter les subventions et faire que votre projet rentre dedans. C'est-à-dire que c'est malheureusement c'est des acteurs. On ne parle pas de financement bancaire. On parle vraiment des subventions et des aides. On va taper au conseil départemental ou à la région ou qui on veut, hein, la métropole ou autre. Ça ne marche pas dans ce sens-là. Si eux ne l'ont pas programmé, budgété et planifié, c'est pas là. Si, il peut y avoir une queue de budget qui traîne, toujours. Par contre, il faut être dans l'autre sens, guetter. Mais ça marche au niveau de l'État. Et au niveau de l'État, vous guettez ce qu'on appelle les appels à projets. Il y a des sites spécialisés là-dessus. Vous guettez. Donc, ça veut dire qu'il faut un peu de temps, malheureusement. Quand on a un projet, on n'a pas le temps. Voilà, il faut un petit peu de temps. Et puis, il faut que tu guettes à un moment donné un appel à projet de la région ou une communication particulière de la métropole qui annonce qu'elle veut soutenir. Et c'est dans ce cas-là où il faut construire un projet qui va répondre à leurs besoins. Dans l'autre sens, il ne fonctionne pas. Et c'est l'erreur qu'on fait tous parce qu'on se dit je suis allé taper à la porte et ils n'ont rien pour moi, ils ne donnent pas d'argent. Alors qu'ils aident beaucoup en vérité. Mais ils fonctionnent à l'envers. Ils éditent. Attends, le micro, s'il te plaît. Il y a beaucoup de dames là qui se lancent dans la tech et c'est génial. Oui. Souvent la tech rentre beaucoup plus dans des... Enfin voilà, il y a quand même des sujets. Des sujets. Voilà, des thématiques. La deep tech, la low tech, on est en plein dedans, effectivement. Et il y a des sujets qui sont subitement plus aidés. C'est-à-dire qu'on va, sorti du Covid, il y avait beaucoup de sujets qui étaient aidés autour du petit commerce de proximité, autour des choses comme ça, qui ont disparu du jour au lendemain, parce qu'effectivement, c'est plus un sujet d'actualité. Et on croit, par exemple, qu'on peut les taper à la porte en disant ils vont m'aider. Non, parce que s'ils n'ont pas si les élus politiques, c'est normal, quelque part, l'ont pas défini avant, en disant tiens, pour l'année qui vient ou les 2 ans qui viennent, on va être plutôt orienté sur ce sujet-là parce que la deep tech rentre dans l'avenir de la France et voilà, et on va mettre tout flécher les subventions là-dessus. Et nous, on arrive avec un projet qui est à côté, on dit mais il est génial mon projet, mais eux disent pareil, ouais, il est bien votre projet, mais vous rentrez pas dans les cases. On revient sur ces fameuses cases, donc il faut être dans leur case à eux et inverser le truc. Mais c'est un vrai sujet parce que c'est clair que. Plus d'autres questions. Ça dépend de l'ampleur du projet, mais il y a des organismes aussi, des courtiers en financement, qui vont aller chercher les financements bancaires, certes, mais ils vont aussi participer à améliorer les apports. Et en faisant du crowdfunding, en vous dirigeant sur des prêts d'honneur, et ils se rémunèrent sur les prêts. Oui, donc la prise de risque est... Et puis votre question, voilà, oui, merveilleux. C'est moi qui clôt le bal. Exactement. J'en suis ravie. Alors je me présente déjà, Audrey Calins, je suis avocat en droit social. Et alors moi j'ai une question, pas sur le développement, parce que finalement profession libérale, on est peu ou pas concerné de la même manière sur le développement de notre activité, parce que c'est quand même un petit peu particulier comme secteur d'activité. Ce serait plus une question du coup d'ordre psychologique. Comment vous avez fait dans les premiers temps de votre projet et de votre création d'entreprise pour gérer le stress et l'angoisse de ne pas y arriver? Est-ce que vous êtes fait accompagner? Si oui, par des professionnels, et par quel type de professionnels? Vraie question, la relation humaine avec la création d'entreprise. Malika, je te sens... Non, mais très rapidement sur le sujet, je pense qu'une fois qu'on a passé la peur d'y aller, en fait, on est lancé, on est dans le bain, et puis il n'y a pas d'autre solution que d'avancer. Après, il faut aussi que l'entourage suive. C'est aussi quelque chose qui est important. Après, se faire suivre par ailleurs, non, mais être bien entouré, oui, c'est quelque chose de très important. Et c'est revenu d'ailleurs à plusieurs reprises. En parallèle, moi j'ai un comité d'expertise, des personnes qui sont complètement bénévoles et qui ont de très belles carrières derrière et qui m'aident aussi sur des sujets qui peuvent être un petit peu difficiles dans le cadre de l'activité. Mais le stress, je pense que c'est comme quand on est salarié, oui, c'était plus sur l'aspect économique aussi, parce que c'est vrai qu'on a beau avoir provisionné, on a beau avoir un plan quant à son financier, quant à son activité, ça peut ne pas se passer comme on l'a prévu, et ça peut être une source de stress extrêmement importante. Il y a un peu un tabou par rapport à ça, donc c'était plus dans ce sens-là cette question, mais c'est vrai que l'entourage et d'être entouré... Le hasard fait que vous êtes assise probablement à côté de la personne qui pourra vous répondre, l'association Second Souffle. Alors, on
va peut-être pas le débattre ce soir, Michel, parce qu'on va essayer de clore, parce qu'on a déjà beaucoup de décalage. Mais il faut effectivement, c'est une association qui, alors certes, aide les entrepreneurs qui ont déposé le bilan, mais qui a une action en amont, justement, et qui permet souvent d'accompagner dans toutes ces facettes-là l'entrepreneur qui ne sont pas abordés facilement dans des techniques méthodologiques où voilà effectivement Michel, je pense, n'hésitez pas juste un mot peut-être Michel et puis on conclut là-dessus parce qu'on a beaucoup de retard. En fait, nous on fait du miroir, c'est-à-dire qu'en fait les gens qui viennent nous voir, ils ont des problèmes avec leur projet et en fait il faut leur faire réciter dans un certain ordre pour arriver au point qui ne va pas et là on travaille parce que nous on a un avantage, c'est que nous, on n'a pas de pognon, on ne demande rien, et on est des bénévoles. Donc, on y passe le temps nécessaire. Voilà, et même les coups de téléphone jusqu'à 10h du soir. Eh bien, écoutez, voilà, c'est le hasard qui a bien fait les choses. Juste. Thierry, bien sûr. La peur est du ressort de l'émotionnel. Et en fait, il n'y a que 10% de ce qui fait peur qui est susceptible de se produire. Donc, on se dit ça tous les soirs en mantra et ça va mieux. Il y a deux maîtres mots, je pense, que quand on veut entreprendre. C'est la curiosité. Il faut absolument être curieux, aller au bout des choses. Et le deuxième, c'est l'audace. Alors, je ne sais pas dans quel ordre il faut les mettre, mais... C'est ça. Merci dans tous les cas. Merci à vous. Oui, Malika, pardon, bien sûr. C'est l'incertitude. L'incertitude, elle fait vraiment partie du parcours du quotidien de et l'entrepreneur. Et puis de tous les jours, qu'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs. Quand le droit social change. Oui, c'est ça, quand le droit social change et qu'on se retrouve angoissé et qu'on vient vous voir en disant voilà, c'est ça, exactement. Merci. D'habitude, à la fin des petits déjeuners de la création, je dis on applaudit nos intervenants. Alors oui, mais on va tous s'applaudir mutuellement parce que là. Merci, vraiment merci à LCL de nous accueillir ici et de nous offrir effectivement, alors je suis désolé, on est un petit peu décalé, nous offrir effectivement un petit verre de l'amitié et on remettra effectivement le couvert le mois prochain avec une autre thématique qu'on va vite définir. Et dans tous les cas, merci à vous tous et bon projet et bonne avancée dans vos projets.